Le soleil se leva sur Nairobi, baignant de lumière dorée le dôme emblématique du sommet du leadership panafricain. À l'intérieur, l'air était tendu. Dignitaires, journalistes et élites politiques s'étaient rassemblés sous de hautes arches, leurs conversations à voix basse, mais empreintes d'urgence. Au centre de toute cette effervescence se tenait William Ruto, un politicien chevronné dont l'influence s'étendait sur plusieurs décennies et dont les décisions avaient longtemps polarisé l'opinion publique africaine. Connu pour sa rhétorique incisive et ses accords opaques, Ruto ajusta son costume coûteux et relut ses remarques soigneusement rédigées. Son nom inspirait l'autorité, mais également la controverse. Des rumeurs circulaient, il utiliserait cette tribune non pour élever le continent, mais pour adresser une menace voilée à ceux qui oseraient défier l'ordre établi. Dans les coins feutrés du sommet, les chuchotements se multipliaient. Certains prétendaient que le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso avait été discrètement averti de ne pas prendre la parole. D'autres murmuraient que des conseillers juridiques préparaient une plainte formelle contre lui, l'accusant de déstabiliser l'harmonie internationale en promouvant une nouvelle dynamique économique excluant les partenariats occidentaux. Depuis des mois, des efforts subtils mais persistants avaient tenté de discréditer la légitimité de Traoré, le présentant comme un radical, voire une menace pour la sécurité continentale. Certains le qualifiaient de diviseur, d'autres de danger public. Pourtant, Traoré, assis calmement au fond de la salle, restait impassible. Vêtu d'un uniforme beige modeste, il dégageait une intensité tranquille. Il observait chaque geste, chaque mot échangé sur scène. Bien qu'il n'ait pas encore pris la parole, sa simple présence suffisait à troubler l'ancien ordre. Car Traoré incarnait ce qu'il redoutait, une Afrique nouvelle. Une Afrique qui ne mendiait plus ni aide, ni validation auprès des anciens colonisateurs. Une Afrique qui rêvait d'un avenir fondé sur l'autonomie, la dignité et l'innovation souveraine. Il n'avait ni cortège, ni faste, seulement le silence et une concentration inébranlable. Mais son silence n'était pas une soumission. C'était une stratégie. À l'autre extrémité de la salle, Amina Diallo, journaliste sénégalaise réputée pour dénoncer l'hypocrisie politique, griffonnait frénétiquement dans son carnet. Elle savait que ce sommet serait bien plus qu'une simple réunion, ce serait un tournant historique. Depuis plusieurs mois, elle suivait de près le parcours de Traoré, documentant sa résistance aux pressions économiques étrangères, son rejet des pièges d'endettement du FMI et la proposition audacieuse d'un concept révolutionnaire, la nouvelle monnaie africaine. Un système financier pensé par des Africains, pour des Africains. En dehors des monnaies coloniales, loin des manipulations extérieures. Non loin de là, Kwame Nkrumah Jr. Un jeune militant ghanéen au verbe enflammé et au cœur plein de conviction, était assis au bord de son siège. Pour lui, Traoré n'était pas seulement un leader. Il était un symbole, un rappel vivant de décennies de trahison. Aujourd'hui, il espérait, il priait, que le capitaine prenne la parole. La dernière à faire son entrée fut Zahra Mwangi, diplomate kenyane partagée entre tradition et transformation. Son gouvernement avait toujours jonglé entre alliances occidentales et idéaux panafricains. Officiellement neutre, elle sentait pourtant, au plus profond d'elle-même, le poids du moment s'intensifier. Lorsque Ruto monta enfin à la tribune, la salle murmura d'attente. Sa voix s'éleva, polie et soigneusement maîtrisée. Il commença par louer les récents progrès économiques de l'Afrique. Mais rapidement, son ton changea. Il mit en garde contre des révolutions irréalistes et des perturbations populistes. Puis vint cette phrase, tranchante comme une lame. Le peuple doit apprendre la discipline avant de réclamer l'indépendance. La salle se figea. Plusieurs participants croisèrent les bras. D'autres chuchotèrent avec indignation. Traoré, cependant, ne scia pas. Son regard se fit plus perçant, non pas de colère, mais de détermination. Amina activa son enregistreur. Kwame serra las puings. Et puis, sans protocole, sans annonce, Ibrahim Traoré se leva. Il marcha lentement vers le devant de la scène. L'air semblait suspendu. Non, dit-il d'une voix ferme. Le peuple doit d'abord désapprendre l'obéissance à des chaînes déguisées en conseils. Un souffle collectif parcourut la salle. Traoré se leva, non avec hostilité,
mais avec une confiance inébranlable. Il parla de la nouvelle monnaie africaine, une monnaie fondée sur l'intégrité, la dignité et la coopération. Non imprimée à Paris, non dictée par Washington. Il parla de l'unité africaine, non comme un simple slogan, mais comme un combat vivant et vibrant. Il parla de l'autonomie, non comme de l'isolement, mais comme une libération de la dépendance. Nous ne pouvons pas construire un continent libre, déclara-t-il, en empruntant les plans de nos colonisateurs. La salle explosa, non dans le chaos, mais dans une prise de conscience. Même Zara, jusqu'alors réservée, se leva et applaudit. Les mains d'Amina tremblaient tandis qu'elle écrivait. Les yeux de Kwame se remplirent de larmes. Car en cet instant, ils n'assistaient pas simplement à un discours, ils assistaient à une rupture historique. Traoré n'insulta pas Ruto. Il n'en avait pas besoin. Ses paroles n'étaient pas du feu, elles étaient la vérité. Une vérité trop longtemps étouffée, désormais proclamée au cœur même de l'Afrique. Ruto s'assit, sans répondre. Plus tard dans la soirée, les médias se précipiteraient pour tenter de saisir le bouleversement sismique qui venait de se produire. Mais aucun ne réussirait véritablement, car ce qui s'était passé dépassait la politique. C'était une prophétie. Un nouveau chapitre s'était ouvert, et son auteur s'appelait Capitaine Ibrahim Traoré. L'Afrique, autrefois méprisée, avait trouvé sa voie, et elle parlait en burkinabé. Nous devons apprendre à suivre les règles, déclara William Ruto, sa voix froide et délibérée, tranchant le silence comme une lame fendant l'eau. Nous ne pouvons pas avancer si nous continuons à être gouvernés par l'émotion et le manque de discipline. Les mots résonnèrent dans la salle comme une gifle. Ce qui commença par de simples murmures se transforma rapidement en huées, notamment parmi les jeunes délégués. Beaucoup interprétèrent ces propos comme une insulte voilée envers la jeunesse, celle-là même qui se battait en première ligne contre la pauvreté, pour les manifestations et les réformes politiques. Parmi eux se trouvait Kwame, un leader étudiant venu du Ghana. Il se leva, la rage peinte sur son visage. « Comment osez-vous traiter notre peuple d'indiscipliné » cria-t-il. « C'est nous qui portons ce continent sur nos épaules. » Les agents de sécurité commencèrent à se diriger vers lui, prêts à l'escorter hors de la salle. Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, une voix retentit, calme, posée, et d'une autorité incontestable. Laissez-le parler. C'était Ibrahim Traoré. Avec une puissance tranquille, Traoré se leva et avança, chaque pas délibéré, chaque mouvement captivant l'attention de toute l'assemblée. Il s'approcha du podium, se tenant côte à côte avec Ruto. Le contraste entre les deux hommes était saisissant. Ruto incarnait l'ancien ordre. Poli, calculateur et attaché au statu quo. Traoré, lui, rayonnait d'une toute autre énergie, une détermination forgée dans la lutte, et une flamme née non de l'ego, mais du sens du devoir. Avec calme, Traoré s'adressa directement à lui. « Monsieur Ruto, commença-t-il, vos paroles ne me laissent d'autre choix que de vous demander, servez-vous le peuple ou servez-vous le pouvoir ?» Un lourd silence s'abattit. Tous les regards se tournèrent vers eux. Amina Diallo, assise au premier rang, son enregistreur en marche, griffonnait frénétiquement dans son carnet. Elle savait, de manière instinctive, que cet échange allait redéfinir le sommet. Ce n'était plus une réunion d'élite. C'était un moment de vérité. Zara Mohanji, visiblement nerveuse, se pencha vers ses assistants, murmurant des suggestions pour apaiser la situation. Elle tenta d'organiser un entretien privé entre les deux hommes. Mais Traoré demeura inflexible. Non. Si nous devons débattre de l'avenir de l'Afrique, que ce soit au grand jour. Que le peuple entende la vérité. L'assemblée éclata en applaudissements. L'expression de Ruto se tordit en une grimace d'inconfort. Il était évident qu'il n'était pas préparé à une telle confrontation publique, surtout dans une salle qui n'était plus acquise à sa cause. Mais avant qu'il ne puisse battre en retraite, Kwame prit de nouveau la parole, cette fois d'une voix plus posée, mais tout aussi perçante. Nous en avons assez de faire semblant que la corruption fait simplement partie du système, déclara-t-il. Nous avons vu les élites siphonner des milliards pendant que nos écoles s'effondrent et que nos hôpitaux ferment. Une discipline sans dignité n'est que soumission. Et nous ne nous soumettrons plus. Une nouvelle salve d'applaudissements tonna dans la salle.
Ce n'était plus un simple désaccord politique. C'était devenu un affrontement générationnel, un bouleversement culturel qui se déroulait en direct. Zara tenta une fois de plus de jouer les médiatrices. Vous exposez tous deux des points qu'il faut considérer, dit-elle doucement. Mais il est peut-être temps de rassembler vos visions pour le bien de toute l'Afrique. Ces paroles tombèrent pourtant comme des cailloux dans une tempête montante. Acculé, Ruto riposta en brandissant statistiques et modèles économiques. La discipline construit les nations, affirma-t-il, citant l'essor des économies asiatiques sous des régimes autoritaires. Nous avons besoin de structures, pas de slogans. Son raisonnement était technique, précis mais glacial. Ces mots réduisaient les peuples africains à de simples chiffres dans des feuilles de calcul. Traoré répondit sans élever la voix. Ce calme seul suffit à captiver la salle. Le problème, dit-il, n'est pas la discipline. C'est de savoir qui écrit les règles et qui en profite. L'Afrique ne peut être construite à partir de feuilles de calcul élaborées dans des conseils d'administration étrangers. Nous devons écrire nos propres codes, créer nos propres systèmes, définir notre propre valeur. Un long silence suivit. Puis, une vague d'applaudissements plus forte encore. Vous parlez de structure, poursuivit Traoré, mais qu'est-ce qu'une structure sans âme? Nous ne sommes pas des chiffres. Nous sommes des nations. Notre avenir ne réside pas dans l'imitation des puissances étrangères, mais dans la reconquête de notre propre identité. La nouvelle monnaie africaine, née de notre sol, soutenue par notre peuple et à l'abri des manipulations étrangères. Voilà la structure que je propose. Les murmures se transformèrent en acclamations. L'unité africaine, déclara-t-il, ne commence pas avec des traités rédigés par des étrangers. Elle commence par la confiance, le commerce et la vérité entre nous. Puis vinrent les mots qui allumèrent le mouvement. L'autonomie n'est pas l'isolement. C'est la résistance. C'est le refus de s'agenouiller. La salle n'écoutait plus simplement, elle se levait. Les gens applaudirent, scandèrent son nom. Même les journalistes cessèrent d'écrire, stupéfaits, assistant à l'instant. Traoré se tourna légèrement, regardant Ruto, non avec mépris, mais avec clarté. Ce n'est pas une guerre de génération, monsieur Ruto. C'est une renaissance. Amina comprit alors, de tout son être, que l'histoire venait de basculer. Ce sommet, prévu comme une simple formalité diplomatique, était devenu quelque chose de révolutionnaire. L'affrontement ne s'était pas soldé par une défaite, mais par un éveil. À travers la salle, de jeunes voix s'élevèrent en rythme. L'Afrique aux Africains. Dignité pour tous. Et en cet instant, le vieux silence se fissura, et un nouveau continent commença à parler. Ces pratiques, déclara Kwame, sa voix ferme, ne font que perpétuer les cycles de pauvreté et d'inégalité. Ces mots transpercèrent la salle comme un éclair, déclenchant une nouvelle vague d'applaudissements tonitruants. Autour de lui, la jeune génération acquiesçait avec force, beaucoup se levant en signe de solidarité. Amina Diallo resta figée un instant, avant de se remettre à écrire frénétiquement dans son carnet. Elle savait que ce n'était plus seulement de la politique. C'était l'histoire qui se déroulait sous ses yeux. Une fracture ouverte entre le passé et l'avenir. C'était symbolique. C'était sismique. Pendant ce temps, Zara Mohanji tentait désespérément de préserver un semblant d'équilibre. « Vous avez tous les deux des arguments valables », dit-elle avec une urgence douce, essayant d'apaiser l'atmosphère. « Ce qui importe maintenant, c'est la manière dont nous allons réunir vos visions pour le bien de nos peuples. » Mais son appel se perdit dans une salle trop électrisée pour accepter un compromis. La tension avait dépassé le seuil de la conciliation. Tous les regards se tournèrent de nouveau vers le capitaine Ibrahim Traoré. Il se tenait debout, calme, pesant chaque respiration. Il savait que l'enjeu n'était plus de gagner un débat. Il s'agissait d'allumer quelque chose de plus grand, le changement, la vérité et un type de leadership qui résonnerait à travers les générations. Son regard parcourut la foule, s'arrêtant sur les visages anxieux, déterminés et pleins d'espoir des jeunes Africains qui l'observaient. Ils savaient qu'ils n'attendaient pas un politicien. Ils attendaient un symbole. Traoré prit une profonde inspiration et laissa le silence envahir la salle. Le poids de ce moment était immense, chaque souffle suspendu. Puis, il fit un pas en avant,
son regard verrouillé sur celui de son rival. « Monsieur Ruto, dit-il, sa voix ferme mais empreinte d'autorité, je ne suis pas venu ici pour vous humilier, ni pour discréditer votre travail. Je suis venu poser une question. » Il marqua une pause, laissant l'instant s'étirer. « Quel héritage souhaitez-vous laisser à ceux qui viendront après nous ?» La salle se figea entièrement. Ce n'était pas une attaque. C'était un défi moral. Et il frappa comme un coup de tonnerre. Ruto chancela. Sa posture confiante se relâcha. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme s'il s'apprêtait à répondre, mais il hésita. Une tempête semblait se former dans son regard et, pour la première fois de la journée, il apparut, humain. « J'ai toujours cru que mon devoir était d'assurer la stabilité, dit-il enfin. Mais sa voix était plus basse désormais, comme alourdie par une prise de conscience qu'il avait longtemps refusé d'affronter. Même si cela signifiait prendre des décisions impopulaires. La plume d'Amina crissa frénétiquement sur la page. Elle reconnaissait ce changement de ton le moment où un homme puissant en venait à douter de ses propres convictions. Avant que quiconque ne puisse intervenir, Kwame se leva de nouveau, sa voix forte et inébranlable. « Une stabilité sans justice, lança-t-il, n'est qu'une oppression déguisée. » Il pointa directement Ruto du doigt, ses paroles résonnant avec une urgence brûlante. « Nous avons entendu assez de discours, assez de promesses creuses. Nous voulons des actes. Nous voulons un avenir auquel nous puissions croire. » La salle explosa en acclamations. Même parmi les anciens alliés de Ruto, certains se tortillaient nerveusement sur leur siège, soudainement incertains quant à leur loyauté. Zara se leva une fois de plus, tentant de rétablir l'ordre, mais sa voix fut noyée par l'élan irréversible. Puis, sans prévenir, Amina se leva. « J'ai quelque chose que le peuple mérite d'entendre, » annonça-t-elle. Sa voix ne tremblait pas. Elle révéla que de nouveaux documents fraîchement reçus contenaient des preuves d'irrégularité financière impliquant le bureau de Ruto. La salle laissa échapper un souffle choqué. Les caméras se braquèrent. Les journalistes s'agitèrent. Mais ce qui se produisit ensuite surprit tout le monde. Ruto ne nia pas les accusations. Au lieu de cela, il baissa la tête et, dans un murmure à peine audible, dit « Peut-être ai-je perdu de vue ce qui compte réellement. » Nouveau silence. Il leva les yeux vers Traoré, et cette fois, il n'était plus empli d'orgueil, mais de regret. « Peut-être me suis-je égaré, confessa-t-il. Peut-être ai-je oublié que le leadership n'est pas une question de contrôle, mais de service. » La salle changea d'atmosphère. La tension se rompit. Et puis, dans un geste que personne n'avait anticipé, Traoré tendit la main. « Nous faisons tous des erreurs, dit-il. Mais ce qui définit un véritable leader, c'est sa volonté d'en tirer des leçons. » Ce geste, une main ouverte, changea tout. Le public éclata, non seulement en applaudissements, mais en un véritable élan d'espoir. Zara murmura pour elle-même, à peine audible parmi les acclamations. « Voilà. Voilà ce à quoi ressemble un vrai leadership. » Cet instant n'effaça pas le passé, mais il créa un pont. Il marqua un tournant non seulement entre deux hommes, mais pour tout un continent avide d'un avenir en lequel il pouvait enfin croire. Dans les jours qui suivirent, le récit du sommet ne fut pas façonné par des communiqués de presse, mais par le peuple lui-même. Le message d'Ibrahim Traoré se propagea comme une traînée de poudre. Sa vision de la nouvelle monnaie africaine, détachée des monnaies coloniales, prit racine dans les milieux académiques, les mouvements de jeunesse et les coopératives rurales. Son appel à l'unité africaine, fondé non seulement sur des institutions, mais sur le respect mutuel et la dignité, commença à forger de nouvelles alliances. Et surtout, son insistance sur l'autonomie, non comme un isolement, mais comme un véritable pouvoir d'émancipation, devint l'hymne d'une génération. Car ce jour-là, Traoré n'avait pas seulement vaincu un adversaire. Il avait inspiré un continent. Et pour la première fois depuis bien longtemps, l'Afrique sentit qu'elle s'appartenait à nouveau. L'énergie dans la salle avait changé. Là où il y avait eu confrontation, naquit désormais la collaboration. Les lignes de bataille tracées par l'idéologie se dissolvèrent dans un désir commun de construire quelque chose de plus grand. Encore visiblement ébranlé, mais profondément transformé, William Ruto exprima sa gratitude envers Ibrahim Traoré, non seulement pour son geste de pardon,
mais pour la clarté qu'il avait apportée. « Merci, dit-il, la voix ferme mais empreinte d'humilité. Corrigeons ensemble les erreurs du passé. » Le sommet, qui avait commencé comme un champ de bataille idéologique féroce, se transforma en une plateforme de réconciliation. Le respect mutuel remplaça les anciennes rivalités. Personne dans cette salle n'oublierait ce qu'il avait vu. Ce n'était pas seulement un tournant politique. C'était un basculement de la conscience africaine. Dans les jours qui suivirent, le sommet fut salué à travers le continent et au-delà comme une étape historique. Ce qui avait commencé comme un affrontement explosif s'était achevé par un engagement sans précédent. Une promesse conjointe entre Traoré et Ruto de lutter contre la corruption, de promouvoir l'éducation et d'investir dans l'inclusion sociale. Ils lancèrent plusieurs initiatives collaboratives. Assiono louèrent cet événement comme un rare mais puissant exemple de réconciliation politique, où deux visions opposées avaient trouvé un terrain d'entente pour le bien commun. C'était la preuve vivante que les divergences idéologiques peuvent être surmontées, non par la domination, mais par le dialogue. Amina Diallo couvrit l'événement avec une précision remarquable. Sa série de reportages intitulée « Le pont que nous avons construit » retraça le sommet avec une honnêteté sans détour, mettant en lumière aussi bien les confrontations douloureuses que les moments de guérison. Ces interviews avec Traoré et Ruto révélèrent une profondeur d'introspection rarement observée chez les dirigeants modernes. Elle posa des questions difficiles. Ils donnèrent des réponses sincères. Son travail ne se contenta pas de raconter une histoire. Il déclencha des débats dans les universités, les rédactions et les foyers à travers tout le continent. Amina devint un nom connu de tous. Les médias internationaux la saluèrent pour avoir démontré que le journalisme n'est pas seulement un miroir. Il peut être une torche, éclairant les chemins vers l'unité. Pour Kwame, le sommet fut un catalyseur. Sa voix, autrefois cantonnée aux cercles étudiants, résonnait désormais à l'échelle du continent. En utilisant l'exemple de Traoré et Ruto comme modèle, il lança une campagne intitulée « Dialogue d'abord », organisant des marches, des débats et des forums dans des villes allant d'Accra à Nairobi. Il encouragea les jeunes à repenser la protestation non pas seulement comme un acte de résistance, mais comme une transformation par l'engagement. Son mouvement gagna rapidement en traction. Étudiants, ouvriers et même certains politiciens modérés rallièrent son message. Le changement est possible, déclara Kwame lors d'un rassemblement, et nous en avons désormais la preuve. Zara Mohanji, autrefois médiatrice discrète, accéda à une renommée internationale. Son rôle dans la désescalade du sommet et sa promotion du dialogue lui valurent le respect des diplomates du monde entier. Elle fut invitée à s'exprimer lors de conférences à Genève, Addis Abeba et New York, partageant ses stratégies pour bâtir la confiance entre des puissances opposées. Zara ne se considérait pas comme extraordinaire. Mais sa méthode, écouter d'abord, diriger ensuite, devint un modèle pour une nouvelle génération d'artisans de paix. Son message était simple. Lorsque nous écoutons avec humilité, nous ne faisons pas que prévenir la guerre, nous semons la paix. Quant à Ibrahim Traoré et William Ruto, ils ne devinrent pas amis, mais ils devinrent des alliés improbables. Leurs conversations privées après le sommet révélèrent quelque chose de plus profond qu'une simple rivalité politique, une vision commune, née de chemins différents, mais tournés vers le même horizon. Ils réalisèrent que, malgré leurs divergences générationnelles et idéologiques, ils rêvaient tous deux d'une Afrique capable de se tenir debout selon ses propres termes. Ensemble, ils initièrent des programmes axés sur la nouvelle monnaie africaine, une monnaie fondée sur les richesses locales, détachée des manipulations étrangères, conçue pour l'émancipation plutôt que l'exploitation. Ils encouragèrent la création de systèmes d'investissement panafricains, soutenus par le commerce intracontinental plutôt que par des prêts étrangers. Leur collaboration envoya un message clair. L'Afrique peut financer son propre avenir. Ils lancèrent des projets éducatifs conjoints, construisirent des centres d'alphabétisation dans les zones défavorisées et améliorèrent les infrastructures d'accès à l'eau potable dans les régions touchées par la sécheresse. Ils n'étaient pas en train de bâtir des empires. Ils rebâtissaient la confiance. L'impact se fit sentir bien au-delà des murs du sommet. Au Sénégal, au Mali, au Nigeria et en Afrique du Sud,
des mouvements sociaux commencèrent à adopter les principes de dialogue, de transparence et de co-leadership. Les organisations de jeunesse ne voyaient plus la confrontation comme la seule voie possible, mais comme une étape d'un parcours collaboratif plus long. Les universités intégrèrent le sommet dans leur cursus de sciences politiques. Des documentaires furent produits. Même des musiciens composèrent des chansons inspirées de ce jour mémorable où deux hommes avaient choisi l'unité plutôt que l'orgueil. La leçon ne fut perdue pour personne. L'Afrique n'avait pas besoin de héros. Il ne fallait pas des héros, mais des êtres humains prêts à reconnaître leurs erreurs, à évoluer et à construire main dans la main. Le sommet prouva que l'unité africaine n'était pas un mythe, mais une mission. Que l'autonomie n'était pas synonyme d'isolement, mais de reconquête de la dignité. Que la nouvelle monnaie africaine n'était pas seulement une devise, c'était un état d'esprit. Ainsi, l'héritage de cette confrontation subsiste, non pas dans le choc initial, mais dans la collaboration qui en découla. Car, en fin de compte, la véritable victoire ne fut pas prononcée depuis un podium. Elle se fit sentir dans les cœurs de ceux qui, pour la première fois depuis longtemps, crurent que l'Afrique pouvait s'élever. Ensemble, des mois avaient passé depuis le sommet historique, mais son impact continuait de se répandre à travers le continent. Ce n'était plus seulement un souvenir, c'était devenu un mouvement. Lors d'une grande cérémonie honorant les jeunes leaders africains émergents, le capitaine Ibrahim Traoré se tint devant une vaste assemblée. La salle était remplie d'activistes, de politiciens réformistes et de journalistes venus de tout le continent. En contemplant la foule, Traoré ne songea pas à sa propre victoire, mais au sens profond de ce qu'ils avaient tous traversé ensemble. Le véritable progrès, dit-il calmement, ne vient pas toujours de victoires individuelles, mais de conversations difficiles. Ces mots flottèrent dans l'air, portés par le silence et le respect. Ce n'est qu'à travers la compréhension mutuelle que nous pourrons surmonter nos plus grands défis. La foule écoutait avec une intensité palpable. Il savait qu'il avait raison, car ce qui avait commencé comme un affrontement d'ego était devenu un symbole de collaboration panafricaine, prouvant que l'avenir du continent dépendrait non d'une seule voix, mais de l'union de toutes. Les idées débattues lors du sommet avaient déjà commencé à porter leurs fruits. Dans pays après pays, des mouvements sociaux s'étaient élevés. Des mouvements fondés non plus uniquement sur la colère, mais sur la coopération, la vision partagée et une stratégie à long terme. Les gens recommençaient à croire, non en des révolutions éclairs, mais en une transformation durable. Kwame, autrefois simple leader étudiant enflammé, dirigeait désormais un réseau panafricain de jeunesse s'étendant de Dakar à Dar es Salaam. Réfléchissant au sommet, il a admis que l'exemple de Traoré et de Ruto avait profondément changé sa perception du pouvoir. Nous n'avons pas besoin de tout détruire pour construire du neuf, déclara-t-il lors d'une interview. Nous pouvons transformer ce qui existe, le réformer, le rediriger. Zara, dont les efforts avaient apporté l'équilibre au cœur du chaos du sommet, avait également connu une ascension fulgurante. Elle fut nommée médiatrice en chef d'une nouvelle organisation internationale dédiée à la résolution des conflits politiques. Son approche, fondée sur la patience, l'empathie et la diplomatie stratégique, devint un modèle pour d'autres. Personne ne gagne lorsque le seul but est d'avoir raison, déclara-t-elle dans l'un de ses premiers discours publics. Mais nous gagnons tous lorsque nous choisissons de comprendre. Ces mots résonnèrent dans les cercles diplomatiques du monde entier. Quant à William Ruto, bien que ses critiques ne lui aient jamais totalement pardonné son passé, beaucoup commencèrent à le voir autrement, non plus comme un vilain, mais comme un homme qui avait trouvé la rédemption. Il commença à intervenir dans des forums sur l'éthique et des conférences politiques, parlant ouvertement de ses erreurs passées et surtout de sa transformation. Reconnaître nos erreurs, déclara-t-il lors d'un événement, est le premier pas vers leur correction. Et je n'aurais pu y parvenir si quelqu'un ne m'avait pas offert une seconde chance. Son honnêteté trouva un écho profond auprès de la jeunesse. Lassé des promesses creuses et avide de vérité. Pendant ce temps, Amina Diallo achevait son reportage révolutionnaire. Son dernier article, intitulé « L'avenir de l'Afrique, une histoire de dialogue », retraça non seulement les tensions initiales entre Traoré et Ruto, mais surtout l'alliance improbable qui s'en était suivie. L'affrontement initial, écrivit-elle,
n'était pas une fin, mais le commencement de quelque chose de plus profond. Un modèle, une leçon, un rappel que le dialogue, bien qu'imparfait et parfois douloureux, peut guérir des blessures qu'aucun décret ne saurait apaiser. Sa conclusion était brève, mais inoubliable. L'avenir n'appartient pas à ceux qui dominent le présent, mais à ceux qui construisent des ponts vers demain. Et elle avait raison. L'héritage du sommet n'était pas simplement la réconciliation, c'était une philosophie d'espoir qui résonnait par-delà les frontières et les générations. Il enseignait que l'empathie n'est pas une faiblesse, que la collaboration n'est pas une reddition, mais une force. Dans un monde en proie aux divisions et à l'autoritarisme grandissant, l'Afrique avait offert une leçon au reste du monde. Même au milieu de la polarisation, il reste toujours de la place pour le dialogue. Alors que le soleil africain disparaissait derrière l'horizon, projetant de longues ombres sur un continent qui s'élevait avec une nouvelle détermination, une nouvelle génération de leaders s'avança calmement. Ils n'étaient pas armés de slogans ou de vengeance. Ils portaient quelque chose de bien plus puissant, la vision, la sagesse et le courage de parler au-delà des divisions. Un nouveau chapitre commençait, .et cette fois, il serait écrit ensemble.